à mon avis. Alors, avant de commencer cette deuxième série de conférences, je me permettrai de vous citer un poème de Maurras où, me semble-t-il, se trouve rassemblé à peu près l'ensemble des idées que nous allons dégager cet après-midi. Sur les grandes routes enlacées qui serpentent sous nos étoiles, le vent de mer qui frissonnait tendit mon cœur comme une étoile, les coups d'ailes supérieures, dans la solitude farouche du sombre flot, pressant la fleur ou la pressant jusqu'à ma bouche, la vie entière m'a paru la sa dureté, son amour. Attendez, je me trompe parce que... Oui, mais tu vois... Non, oui, excuse-moi, je reprends. Du sombre flot cueillant la fleur ou la pressant jusqu'à ma bouche, comme il mettait en mouvement, depuis la cendre des ancêtres jusqu'au brasier du firmament, toutes les sources de mon être, la vie entière m'a paru sa dureté, son amertume, et quelques lieux qu'on ait couru, cette douceur qui m'a parfumé. Enfant trop vif, adolescent que les disgrâces endurcirent, à mon automne, enfin, je sens cette douceur qui m'a déchiré. Presque à la veille d'être au port où s'apaise le cœur des hommes, je ne crois plus les pauvres morts mieux partagés que nous ne sommes. Je me conduis vers mon tombeau, regret, désir, ni même envie, mais j'y renverse le flambeau d'une espérance inassouvie. Alors, je laisse la parole maintenant au professeur. Parce que mémoire, après un banquet d'Action française, la mémoire peut être quelquefois défaillante. Mais je suis de ceux qui pensent, et il y en aura de plus en plus, que toutes les poésies et tous les textes mystérieux de Maurras doivent être interprétés en fonction d'un mystère intérieur, qui explique toute sa vie et qui la domine. Alors maintenant, je passe la parole au professeur Jean-Baptiste Tenier, professeur à l'université d'Aix et professeur de droit. Je n'ai pas besoin de vous le présenter. Je crois qu'en écoutant, vous comprendrez pourquoi nous avons fait appel à lui. Et donc lui va nous parler de Maurras, l'homme de la cité, l'homme de la nation. Je suis aussi chargé de vous transmettre les regrets de notre ami Axel Tisserand, qui devait être l'un de nos orateurs. Merci tout d'abord de m'avoir invité à participer à ce colloque. Comment commencer, après l'espérance inassouvie que vous nous avez assénée comme ça en début d'après-midi, je vais peut-être en profiter quand même pour... Je ne sais pas si le micro marche. Oui, très bien. Bon. Il le faut. Je vais profiter de cette citation, de ce poème de Maurras par Rivière de Crémier, pour essayer, sans doute en vain hélas, mais peut-être qu'en vous prenant à témoin ça aura quelque effet, de lui faire part d'une espérance inassouvie. C'est l'édition des poèmes de Maurras avec son commentaire. Alors j'espère que cette espérance ne restera pas éternellement inassouvie. Je prends la leçon 5%. Oui, il va falloir maintenant passer aux actes. Bien. Alors, cela étant dit, j'ai donc à vous parler de Maurras comme homme de la cité, et je voudrais le faire peut-être d'une manière un petit peu paradoxale ou provocante peut-être, en m'appuyant sur une formule qui a été utilisée par l'un des éditeurs de Maurras, Olivier Dard, dans le Figaro littéraire de cette semaine, où finalement il dit que ce qui fait l'originalité de la pensée de Maurras, c'est le bricolage qu'il aurait réalisé entre son principe néoclassique et anti-romantique sur un plan littéraire et poétique, une veine positiviste en philosophie, une veine nationaliste en politique. Alors, quel que soit ce qu'on peut penser de notamment l'influence positiviste sur Maurras, il n'en demeure pas moins que cette idée de bricolage, au fond, n'est peut-être pas si péjorative que cela, et dit peut-être quelque chose de la manière dont s'est élaborée la pensée politique de Maurras. Et j'ai pensé que cette qualification de bricolage, finalement,
eh bien, pourrait peut-être s'appliquer aussi à la manière dont Maurras use d'une double référence, qui pourrait être également contradictoire, du moins en apparence, à la cité et à la nation. Si Maurras est nationaliste, le nationalisme maurrassien est en effet un nationalisme fondé sur l'idée politique de cité. Et cela a un double titre. On l'a dit ce matin, ça a été rappelé, la genèse de la pensée politique de Maurras se situe en Grèce. C'est le voyage en Grèce qui est véritablement à la source de l'élaboration de sa pensée politique. C'est en Grèce, donc, c'est dans la Grèce antique qu'il va chercher cette notion de cité qui va guider toute sa réflexion politique. Et puis, il y a une autre source de sa pensée politique qui a été rappelée également ce matin, c'est le fédéralisme, c'est-à-dire, finalement, la référence à la petite cité. On sait tout ce qu'il a pu écrire sur la République de Martigues. Donc, il y a un ancrage de la pensée politique de Maurras dans cette notion de cité. Cette double référence à la cité et à la nation peut sembler, a priori, contradictoire. Elle peut sembler contradictoire car la cité est un concept antique, c'est une invention grecque, une invention dirigée contre les empires orientaux, alors que la nation passe habituellement comme un concept moderne. Dans le vocabulaire chrétien de l'Antiquité tardive, le vocable désigne, on le sait, les peuples barbares, païens, par opposition à la civitas, le lieu de la civilisation. Donc il y a une opposition apparente entre la cité et la nation. Et donc en se présentant à la fois, finalement, comme l'homme de la cité et l'homme de la nation, Maurras opère peut-être une autre forme de bricolage, encore, comparable à celui qu'il est censé avoir tenté en opérant la synthèse entre la tradition contre-révolutionnaire et le positivisme. Alors, cela dit, il n'est pas sûr du tout qu'il y ait une véritable opposition entre ces deux notions et surtout que Maurras les ait confondues. Il est même permis d'en douter pour une raison très simple, qui est que Maurras a élaboré sa pensée politique sous le patronage revendiqué d'un auteur, un petit peu oublié, mais qui pour lui a été tout à fait essentiel, qui est Fustel de Coulanges. Et Fustel de Coulanges est d'une certaine manière la source de sa pensée politique également. Or, Fustel est l'homme d'un seul livre, au fond, même s'il en a écrit d'autres, La Cité antique, qui montre la différence irréductible, fossée, qui nous sépare du monde antique. Car la cité antique est fondée sur un lien religieux, la religion domestique, le culte des ancêtres, et dès lors ce que, à la suite de Pierre Boutan, on pourrait appeler la modification chrétienne, a définitivement rejeté, dans un passé irrémédiablement révolu, les formes politiques de l'Antiquité et, en premier lieu, évidemment, la cité. Et Maurras a trop lu et trop bien compris Fustel de Coulanges pour l'ignorer. Dès lors, son projet, pour grec qu'il soit, ne consiste certainement pas en une régression païenne dont ne peuvent rêver que ceux dont la seule ambition est de se regarder complaisamment dans le miroir inversé d'un intellectuel de gauche. Fustel de Coulanges a prémuni Maurras contre ce genre de sottise. En réalité, Maurras est un moderne. Non pas au sens où on entend généralement, non pas au sens de Galilée ou de Descartes, de Kant ou de Hegel, mais au sens de cette autre modernité qui, de Montaigne à Vico, cherche dans les humanités et non dans les sciences mathématiques les lois qui gouvernent les réalités temporelles dont la juste autonomie est reconnue et revendiquée. Il ne faut pas oublier que c'est pour modernisme que Maurras a été condamné par l'Église. Je ne vais pas anticiper sur le prochain colloque que vous avez annoncé ce matin, mais enfin, il convient de le relever ici au passage. Et si le isme était sans doute injuste, le moderne ne l'était pas. Il y a un côté moderne chez Maurras. Alors, est-ce à dire, alors que la cité ne serait, dans l'élaboration du nationalisme maurrassien, qu'une figure rhétorique sans signification autre qu'ornementale? Certainement pas. Certainement pas. Maurras est bien, je crois, l'homme de la cité.
sa pensée sur la nation est bien fondée sur l'idée grecque de cité, mais en un sens bien particulier. Certainement pas au sens où la cité antique constituerait pour lui un modèle à imiter. Cette notion de modèle, dont Thomas Molnar a montré combien elle avait imprégné notamment la pensée américaine et la pratique américaine, cette idée de modèle donc repose sur une vision mécaniste du monde et de l'histoire totalement étrangère à la pensée de Maurras. Un modèle suppose la possibilité de modéliser la réalité, c'est-à-dire de la réduire à une abstraction mathématique, au fond, qui la rendrait ensuite reproductible à l'infini, indépendamment des temps et des lieux. Au fond, la modélisation du réel permettrait de le remodeler. Pour une certaine modernité issue effectivement de Galilée, les réalités sociales, comme celles du monde physique, sont écrites en langage mathématique. Et on peut donc en élaborer des modèles, au même titre que les modèles de la physique moderne. Alors, malgré l'accusation de physique sociale qui a été portée contre sa pensée politique, Maurras est, me semble-t-il, étranger à cette idée de modèle. S'il existe pour lui des lois de la politique, celles-ci ne reposent pas sur des modèles, mais plutôt sur des analogies. Le modèle ne prend en compte que des quantités, des nombres. Or, la pensée politique de Maurras est plus attentive à la qualité qu'à la quantité. Ce qui dépend de la quantité ou du nombre des éléments utilisés, écrit-il, ne peut permettre à l'avidité de l'homme que déception. Par opposition, la civilisation pour lui est tout en qualité. Or, les qualités de deux réalités différentes ne sont jamais identiques, mais elles peuvent être analogues. C'est sur cette analogie que repose la pensée maurrassienne, ce qui en fait toute la richesse polyphonique. Les reviviscences, pour reprendre le terme qu'il a forgé, sont des analogies. Je vous renvoie ici à la lecture de ce texte magnifique, le beau jeu des reviviscences. Mais c'est un jeu, justement. C'est un jeu qui repose sur une analogie. Cette notion centrale d'analogie permet à Maurras de tenir les deux bouts entre la cité et la nation. La nation, pourrait-on dire, est pour lui, d'une certaine manière, la reviviscence de la cité. Non pas la reproduction ni la copie, mais quelque chose qui se situe sur un mode supérieur et qui reproduit les qualités intrinsèques à cette notion de cité qui est propre à l'Antiquité. Ce faisant, il arrache le concept de nation à ce versant de la modernité qui avait prétendu le forger rationnellement, au sens rationaliste du terme, pour le revivifier de l'intérieur en recourant à l'analogie de la cité. C'est ce qui fait, pour le coup, l'originalité profonde de son nationalisme, substantiellement différent de toutes les autres formes de nationalisme, et qu'on ne peut guère rapprocher, je crois, que du regard de Péguy, pour reprendre là aussi l'expression de Boutan. Il y a bien chez Péguy, comme chez Maurras, une analogie au cœur de ce que Péguy appelle la cité charnelle. Et cette analogie est le lieu d'une transcendance, une transcendance purement politique, pour Maurras, c'est vrai, mais néanmoins, il y a bien ici un rapprochement possible entre ces deux formes d'expression du nationalisme, entre heureux ceux qui sont morts pour les cités charnelles, car elles sont le corps de la cité de Dieu. Il y a bien là une analogie qu'on retrouve dans la pensée de Maurras. Mais si Maurras fonde sa conception de la nation sur cette analogie féconde avec la cité, reste à savoir ce qu'il tire précisément de cette tension analogique entre la cité et la nation. Alors on pourrait tenter d'effectuer cette recherche de manière purement rationnelle et abstraite. Mais il n'est pas sûr que cela correspondrait à la vérité profonde de la pensée de Maurras. Aussi, je me proposerais plutôt de le faire à travers ce qu'on pourrait appeler, à la suite là encore de mon cher Vico, des universaux poétiques que l'on trouve dans l'œuvre de Maurras et qui éclairent d'une manière qui me semble plus vraie ce que représente pour lui aussi bien la cité que la nation, les deux notions s'éclairant mutuellement par le truchement de ces universaux poétiques. Alors qu'est-ce qui, dans ces universaux poétiques,
dispersée dans l'œuvre de Maurras caractérise la cité et qui éclaire sa conception de la nation, eh bien, il me semble que ce qui caractérise la cité, c'est cette notion qu'on a déjà évoquée ce matin et qui est tout à fait centrale dans l'œuvre de Maurras, qui est la notion de limite. La cité est essentiellement, pour Maurras, marquée par la limite. C'est le contraire d'un tout indéfini. Alors ces limites de la cité, toutefois, ne se réduisent pas, chez Maurras, aux dimensions de l'horizontalité. Et là aussi, c'est une de ses particularités. Ce sont aussi, si vous me passez l'expression, des limites verticales qui expriment la transcendance politique de la cité. La cité est d'abord, pour Maurras, enracinée dans des fondations. Elle est ensuite délimitée par des murs. Elle est enfin ouverte sur le ciel. Eh bien, c'est cette cité que je vous propose de visiter rapidement ensemble cet après-midi, en partant des fondations de la cité, pour ensuite aller sur les murs de la cité, et enfin voir le ciel de la cité. Ce seront les trois parties que j'essaierai de vous présenter successivement. Les fondations de la cité, tout d'abord. Il s'agit de fondations réelles, et non de fondements rationnels. L'analogie de la cité prémunit Maurras de la vaine tentation consistant à chercher à la nation, comme communauté politique, un fondement rationnel, le pacte social, par exemple. La cité est d'abord une réalité. Elle est enracinée dans un sol. Ses fondations relient les vivants et les morts. Parmi les fondations de la cité, il y a donc à la fois les morts et les vivants. Les morts, tout d'abord. Les cités, ce sont d'abord des morts. Si toute la cité antique, écrit Maurras, repose sur le cimetière, il faut se rendre compte que la cité moderne ne saurait trouver en un autre lieu des fondements solides. Les fondations de la cité sont dans ces morts. Alors cette analogie explicite ici entre la cité moderne, entendez la nation, et la cité antique écarte toute conception idéologique de la nation. La nation ne repose pas, je l'ai évoqué, sur un contrat social, ne repose pas sur un acte de volonté. Elle ne repose pas non plus sur des valeurs partagées, comme on a tendance à le dire aujourd'hui très, très facilement. Les valeurs, c'est ce qui divise, c'est pas ce qui unit. Il y a un texte de Maurras qui est très explicite là-dessus, qui est très, très clair. Il écrit ceci: « Il n'existe pas d'unité de pensée ni de sentiment entre les électeurs de M. Jaurès, vous pouvez transposer, et nous. Pas d'unité de pensée ni de sentiment. Ce qui existe, en revanche, il n'est pas question de nier, ce qui existe, c'est la communauté nationale. Cette communauté est un fait indépendant du sentiment ou de l'opinion que l'on peut en avoir. Tout est dit. Ce qui unit, ce ne sont pas les valeurs. Les valeurs, elles divisent, au contraire. Les opinions, les sentiments, je suis certain que, même entre nous dans cette salle, si chacun se met à développer ses opinions, au bout de 5 minutes, nous allons tous être le contraire de ce qu'on pourrait qualifier d'unité. Donc, l'opinion, le sentiment, c'est ce qui divise. Et donc, on ne peut pas fonder une nation sur une communauté de valeurs. C'est totalement absurde. La nation, pour Maurras, c'est une réalité. Elle repose sur un fait. Ce fait est très simple. Ce sont les morts qui nous ont précédés sur notre sol. L'existence de ces morts, leur mémoire conservée dans nos cimetières, est le premier lieu de la nation. Et c'est là une grande leçon d'humilité, au fond. Car cela signifie très clairement que la nation n'est pas assimilable à un conglomérat d'individus rassemblés un peu par hasard en un lieu donné. La nation est liée à une histoire humaine, qui n'est ni un mythe ni un roman, contrairement là encore à des expressions couramment utilisées, mais bien une réalité. Cette première fondation de la cité donne à la nation son épaisseur historique concrète. Elle est ce qui permet à la nation de perdurer. Là encore, Maurras écrit dans Qu'il est Tanger, une nation a besoin de se tenir et de concorder dans le temps, comme elle a besoin dans l'espace de lier ses parties. Cette permanence dans le temps
est une caractéristique de la nation telle que la conçoit Maurras, et elle est fondée sur l'analogie avec la cité antique. Toutefois, la cité ne repose pas que sur ses morts, elle repose aussi sur les vivants. Les vivants, donc, sont la seconde fondation de la cité. La cité, à l'image de la Thèbes d'Antigone, Vierge Mère de l'Ordre, qu'on a citée aussi ce matin, est certes partout où des aïeux se lisent des empreintes, mais aussi des arrière-neveux, des espérances saintes. Elle apparaît sous les replis neigeux, sous les pans liviaux, des berceaux, des tombeaux et des lits nuptiaux. Les berceaux et les lits nuptiaux encadrent les tombeaux parmi les fondations de la cité, fondations vives cette fois-ci. Aux côtés du souvenir des morts, le fait de la naissance fonde également la cité, c'est le cœur même de la nation. La nation, encore Pierre Poutan aimait à le rappeler, la nation c'est la naissance, c'est lié à la naissance. C'est la naissance qui porte l'espérance, les arrière-neveux, les espérances saintes. La nation repose non pas uniquement sur ses morts, mais aussi sur cette espérance sainte de sa permanence dans le temps. Voilà donc quelles sont les fondations de la cité. Élevons-nous maintenant un petit peu et allons jusqu'aux murs de la cité. Les murs de la cité. La cité est un espace délimité, c'est ce qui la caractérise, mais d'abord c'est un espace limité. Là encore, l'analogie entre la nation et la cité peut être riche d'enseignements. Elle signifie que la nation n'est pas tout, ce n'est pas une entité abstraite, donc ce n'est pas une totalité. Chaque nation est particulière, parce que chaque nation est un microcosme, une manière particulière, nous verrons, de décliner l'universel. Et là, Maurras s'oppose très explicitement au nationalisme parisien, qu'il accuse finalement, auquel il reproche plutôt, une sorte d'universalisme qui n'est pas conforme à sa pensée à lui. Lui, il ne pense la nation que de manière particulière. Ce n'est pas la nation de manière abstraite, de manière générale, mais c'est telle nation déterminée. Un petit peu comme il conçoit, on l'a vu ce matin, la liberté. Comme la liberté de qui? La liberté de quoi? Eh bien, c'est la même chose pour la nation. Hein, la nation, ce n'est pas une réalité qui serait exactement la même n'importe où. On ne peut penser la nation que de manière particulière. Ce caractère limité, particulier de la conception maurassienne de la nation est tiré de l'analogie avec la cité. Il n'y avait rien de moins universel que la cité antique. Toute cité était très farouchement particulière. Et ce caractère limité, donc, distingue la conception maurassienne de la nation de la conception parisienne de la terre et des morts. Maurras reproche à cette conception parisienne d'avoir, je le cite ici, quelque chose d'un peu fataliste et déterministe qui risque de vouer les peuples à des heurts réciproques. À l'inverse de ce nationalisme uniforme d'inspiration parisienne, les murs de la cité délimitent un espace particulier, certes protégé des agressions extérieures, mais aussi en quelque sorte concentré pour que soient portées à leur plein épanouissement les qualités particulières d'un peuple. Les murs de la cité sont certes protecteurs, mais, comme dans toute bonne architecture, ils sont d'abord porteurs. Les murs de la cité sont des murs porteurs. Cela signifie que ce qui limite la cité, ce qui la distingue des autres, est ce qui lui permet de concentrer ses forces morales, spirituelles, pour porter à leur perfection ses qualités propres. On connaît tous le mot admirable, à l'instant parfait où elle ne fut qu'elle-même, Athènes fut le genre humain. Le nationalisme maurassien est un humanisme dans la mesure même où il est limité. La nation n'est pas une fin en soi, n'est pas destinée à une expansion indéfinie. C'est au contraire sa limite qui fait sa grandeur. C'est en étant qu'elle-même qu'elle est humaine et qu'elle atteint à l'universel. La cité est pour lui et pour Maurras une médiation nécessaire pour atteindre une forme d'universel humain. C'est par la cité, et par analogie par la nation, que l'homme participe pleinement à toutes les potentialités de son humanité,
On retrouve ici un écho de la nature politique de l'homme, cher à Aristote, une zone politikon. C'est exactement ici la transposition qu'en fait Maurras. Ce caractère médiat de la nation qui porte l'humanité est une caractéristique originale de la pensée politique de Maurras. La nation n'est pas un absolu, je l'ai dit, pour lui, elle a pour raison d'être l'accès à la pleine humanité. Il a même parfois des expressions qui pourraient étonner, du moins qui pourraient étonner les braillards qui veulent nous empêcher de parler. Il écrit quand même ceci à propos de la nation, il n'en fait pas du tout un absolu, vous allez voir, hein. J'écris pour mon siècle de fer. J'écris pour mon siècle de fer. Il est nationaliste parce que, malheureusement, il est contraint de l'être. Au XXe siècle, l'homme raisonnable, né en terre de France, on retrouve une conception tout à fait particulariste de la nation. Ce n'est pas la nation abstraite, ce n'est pas la nation en général, hein, c'est la nation française. L'homme raisonnable, né en terre de France, est séparé de la barbarie la plus sombre par cette membrane ou cette pellicule tournée en dérision par les beaux esprits et qui s'appelle notre patrie. Sans elle, plus rien. Et l'histoire devait malheureusement lui donner tragiquement raison. Quand la patrie s'est effondrée, eh bien, il n'y avait plus rien entre l'homme et la barbarie. C'est pourquoi le principe qui, dans l'ordre des temps, écrit-il dans Sans la muraille des cyprès, un texte tout à fait essentiel de Maurras, le principe qui, dans l'ordre des temps, passe avant tous les autres est celui de la défense, de la protection, le principe du rempart, le théorème du cyprès, le plus humain de tous. Le plus humain de tous parce que sans la muraille qui protège la cité, eh bien, l'humanité elle-même est mise en péril. Les murs de la cité, si ce sont des murs porteurs, qui portent le meilleur des qualités humaines qui fleurissent, eh bien, ce sont aussi des murs protecteurs. La protection opérée par ces murs de la cité est d'abord, évidemment, c'est son sens premier, assez évident, une protection contre les menaces extérieures. Je ne résiste pas ici au plaisir de vous lire, un peu longuement peut-être, pas trop longuement, un des textes, enfin le texte qui ouvre ce recueil, intitulé Sans la muraille des cyprès, et qui dit tout justement sur ces murs protecteurs. Sans la muraille des cyprès, que nos jardiniers, laboureurs, vignerons plantent d'un bout à l'autre de leur plaine battue des vents, qu'est-ce qui deviendrait les myrtes et les roses, les souches et les blés, l'herbage des prairies et tout le petit peuple des fraisiers et des fèves, des oignons, des eaux, piments. De son rempart de feuilles noires, ce guerrier protecteur doit sauver ce qui pointe des précoces végétations. Voilà son utilité principale. Les poètes et les sages se sont bien efforcés de surprendre et de définir quelques autres symboles exprimés par ce beau tronc odoriférant. Ce style fier, ce branchage plein d'harmonie. Détourner les coups de la foudre, marquer l'heure au soleil, porter haut dans le deuil l'intérêt donné à la vie, avertir que tout est mortel, soit. Mais cela ne vient que fort loin, après le grand devoir, qui est de monter la faction contre l'intempérie. Le cyprès endure, il se tient immobile et fort contre tous ces esprits d'éternelle mobilité qui courent nos espaces et déchaînent le trouble sur les frêles semences de l'espérance et de la foi. Quelle loi ne serait caduque, quelle constante naturelle ne céderait à l'incessante variation si le gardien inébranlable ne s'élevait de dures racines qui ne tremblent point. Là encore, je crois que, effectivement, une colloque sur Maurras littéraire s'impose. Mais pour en rester simplement au sens de ce texte poétique de Maurras, eh bien, il y a cette idée toute simple, au fond, que eh bien, le supérieur dépend de l'inférieur. Il ne s'agit pas de diviniser la muraille, mais sans la muraille, eh bien, il est impossible de se préserver des intempéries, tout simplement, et c'est à l'abri de la muraille que peut éclore une vie véritablement humaine. C'est ce qui fait la légitimité de la politique. Mais les murs de la cité ne protègent pas simplement contre les menaces extérieures, les murs de la cité protègent également
l'amitié à l'intérieur. Cette notion d'amitié est tout à fait centrale dans la pensée politique de Maurras, et il y revient longuement à la fin de sa vie dans Votre Belle aujourd'hui, qui a été cité là encore ce matin, dans un texte que je voudrais vous citer, qui a été repris, qu'il a repris dans ses œuvres capitales. Il parle du constat suivant: quand ils se rencontrent, courant seuls dans la brousse, inconnus l'un à l'autre, deux hommes ont toujours chance de se tenir pour deux loups, tant ils se veulent de bien et de mal, rien qu'en respirant leur chair fraîche. Mais à l'intérieur, au repli d'un même rempart, il y a chance inverse qu'ils se traitent comme des dieux, tant leur rend de service le jeu naturel des besoins. Une morale supérieure donne un précepte héroïque d'amour et d'entraide absolue à n'importe lequel des hommes. Je ne dis pas ce qui doit être, mais ce qui est physiquement. L'art et l'objet de la politique est de cultiver et de développer la belle et naturelle chance heureuse, la vertu de ce mur d'enceinte dont le bienfait direct est d'ouvrir les mains et les cœurs. Le mur n'est pas une fermeture, il est, au contraire, ce qui, à l'intérieur, protège et donc ouvre les mains et les cœurs. Ces murs protecteurs délimitent l'espace horizontal, mais sont, à la verticale, si j'ose dire, ouverts sur le ciel. Et donc, après les fondations, après les murs, eh bien, je vous invite à tourner nos regards maintenant vers le ciel de la cité. La cité n'est pas un espace clos dans lequel tout devrait s'intégrer. Limitée dans l'espace, elle reste ouverte sur un ciel supérieur qui, lui, n'est pas délimité. Un ciel supérieur car il y a pour Maurras, au-delà de la cité, il y a justement eh bien, quelque chose qui est supérieur. Il y a un au-delà de la cité, qui est tout aussi nécessaire à son unité que ses murs et ses fondations. On reste bien dans une forme de transcendance politique ici. Ce ciel supérieur ramène le regard, écrit Maurras là aussi dans Sans la muraille des cyprès, dans les voies de l'antique espérance, au terme desquelles sourit la bienveillance et la bienfaisance d'un Dieu. Et Boutan fait remarquer que dans ce texte, qui est une reprise d'un texte antérieur, Maurras ajoute une majuscule au mot Dieu, ici. Donc, effectivement, il y a un ciel supérieur qui ramène le regard dans les voies de l'antique espérance, au terme desquelles sourit la bienveillance et la bienfaisance d'un Dieu. Et le texte poursuit: sans l'unité divine et ses conséquences de discipline et de dogme, l'unité mentale, l'unité morale, l'unité politique disparaissent en même temps. Elles ne se reforment que si on rétablit la première unité. Sans Dieu, plus de vrai ni de faux, plus de droit, plus de loi. Sans Dieu, une logique rigoureuse égale la pire folie à la plus parfaite raison. Sans Dieu, tuer, voler sont des actes d'une innocence parfaite. Il n'y a point de crime qui ne devienne indifférent, ni de révolution qui ne soit légitime, car sans Dieu, le principe de l'examen subsiste seul, principe qui peut tout exclure, mais qui ne peut fonder rien. On a là une forme de transcendance politique. On reste dans le domaine de la politique, encore une fois. Je ne pense pas que Maurras aille au-delà dans ce texte encore. Mais cela me fait penser à... il a été cité ce matin, et finalement les analogies, là aussi, sont peut-être intéressantes. Ce texte de Maurras m'a fait penser à un texte de Benoît XVI, sur lequel je me suis un petit peu penché, qui est un texte absolument fondamental, qui intéresse essentiellement la philosophie du droit, raison pour laquelle je me suis un petit peu intéressé, mais pas uniquement. Benoît XVI, dans un discours, le clergé italien, le clergé d'Aoste, le diocèse d'Aoste, essaie de montrer que finalement, eh bien, les droits de l'homme, l'état de droit, comme on le dit, eh bien, ne repose que sur, ne peut être fondé, on retrouve ici l'idée maurassienne de fondation, ne peut être fondé que sur le présupposé de l'existence d'une
d'un Dieu, d'une réalité supérieure. Et alors, ça ne veut pas, ça n'implique pas nécessairement la foi théologale, bien entendu, hein, mais c'est une inversion de ce qui est à l'origine d'une certaine modernité juridique notamment, qui est l'hypothèse de Grotius. Grotius est un des pères de l'école moderne du droit naturel, et Grotius a émis cette hypothèse qu'au demeurant il estimait absurde, selon laquelle, même si Dieu n'existait pas, eh bien, il existerait néanmoins des droits naturels. Bon. Et Benoît XVI, au début du XXIe siècle, inverse l'hypothèse de Grotius et démontre que finalement des droits naturels ne peuvent exister que si l'on suppose, même sans y croire, éventuellement, l'existence de Dieu. Eh bien, Maurras dit exactement la même chose dans ce texte-là. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une transcendance politique qui est nécessaire à l'unité même de la cité et de la nation. Ce ciel supérieur circonscrit la cité par le haut, délimite le domaine du politique. Le domaine du politique est limité au temporel, à la terre. Et le politique qui prétendrait s'aventurer au-delà deviendrait, hors de son ordre, un tyran, un anarchiste. C'est Créon. Créon, Maurras dit bien l'anarchiste. Dans Antigone, l'anarchiste c'est Antigone, c'est Créon. Hein, parce que c'est lui qui détruit de l'intérieur le pouvoir même qu'il prétend utiliser en le vidant de sa substance et en ignorant justement cette espèce de frontière du politique qui est eh bien, cet espace supérieur qui transcende la cité et dans lequel le politique ne peut que s'égarer et devenir tyrannique lorsqu'il s'y aventure. Ce ciel supérieur qui délimite l'espace de compétence, pourrait-on dire, du politique, est aussi un ciel non limité, lui, non délimité. Là encore, je citerai un poème de Maurras, le bien et le mal, du très haut, du très bon, du très beau, ne s'élance que l'ordre du bien parfait qu'il ne mesure pas. Ce qui transcende la cité échappe à la mesure, au nombre, est propre aux choses temporelles. La cité est ouverte sur un ordre qui la transcende, mais c'est cette limite de l'horizon, on retrouve ici l'image qui a été évoquée ce matin également de l'horizon, cette limite qui fait sa beauté. L'esthétique ici rejoint la politique, on est bien chez Maurras. Merci. Bon, un immense merci à Jean-Baptiste Tenier. Je savais que vous nous feriez quelque chose de remarquable, c'est vraiment remarquable, mais depuis ce matin, permettez-moi de vous le dire, enfin, c'est sidérant de penser que nous ayons été interdits de parole. Si vous avez entendu des discours intelligents au cours de la semaine, au cours du mois, au cours de l'année, au cours des 10 ans écoulés, c'est bien ici dans ce colloque. Vous avez montré à quel point Maurras est vraiment le penseur moderne, je ne dis même pas le philosophe, le penseur moderne, pas seulement de la nation, de la cité, mais ça va au-delà, y compris de ce que j'allais appeler la religion naturelle, ou je ne sais comment dire, de la métaphysique naturelle. Il y a là une pensée d'une profondeur exprimée dans une langue incomparable, d'une précision, d'une justesse, d'une perfection, et on reste médusé. Je sais que vous êtes très pressé, est-ce que vous acceptez? Vous partez. Alors, bon, éventuellement une ou deux questions, mais pas beaucoup, parce qu'on posera des questions plutôt après Bernard Pascomel. Vous avez mentionné donc le rôle du fondement, des fondements dans la nation, dans la cité, etc. Moi, j'aurais voulu savoir, par analogie, au niveau de Maurras, ses fondements à lui, c'est-à-dire son premier cercle, sa famille, quelle est l'influence de son père, de sa mère, de sa bonne, qu'il évoque dans ses écrits, quelle est cette influence du premier cercle sur sa pensée? Je pense que Hilliard de Crémier serait peut-être mieux à même que moi de vous répondre. Oui, parce que le rôle de transmission est très important. Bien sûr. Donc moi, j'aurais voulu voir, au prisme de la transmission, quel est donc ce rôle familial.
tout à fait. Vous avez entièrement raison. Je crois qu'effectivement, il y a ici un terreau, hein, qui permet d'enraciner la pensée de Maurras dans une réalité. Alors, cette réalité, c'est une terre, c'est vrai, c'est Martigues, hein, mais c'est aussi une famille. Et vous avez tout à fait raison d'y insister. Il était très, très attaché, effectivement, à ces liens familiaux. Et vous avez raison d'évoquer en particulier celle qu'il appelle Viotti, hein, celle qui a été son intercesseur, au fond, hein, dans sa vie ici, et qui occupe une place tout à fait essentielle. Mais il est vrai que la pensée politique de Maurras, c'est une pensée qui est enracinée dans une réalité, et notamment dans une réalité familiale, qu'il ne faut pas négliger, c'est vrai. Hein, mais encore une fois, peut-être que... Non, je me permettrais de rajouter simplement une petite chose, ce que vient de dire Jean-Baptiste, c'est que dans les textes de Maurras, vous trouvez, c'est d'ailleurs une question qui se pose pour ceux qui veulent publier du Maurras, qu'est-ce que l'on publie dans Maurras? Vous avez des textes d'une profondeur presque métaphysique, parce qu'il n'employait pas ce mot-là, mais c'est en quelque sorte le mot qu'il faut dire, métapolitique, on va dire, selon un langage moderne. Et à côté, vous avez les récits, en particulier de son enfance et de sa jeunesse. Peut-être c'est l'un des écrivains modernes qui a le mieux exprimé, le mieux dit, le mieux raconté ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Non, les 4 nuits de Provence, c'est d'un charme, alors on va employer un mot qui déplairait à Stéphane Blanchenet, mais je l'emploie d'un point de vue littéraire, d'un charme infini, et en fait parfaitement fini, bien sûr. Il raconte ses souvenirs, et ses souvenirs, on le sent bien, sont les bases de son élaboration personnelle. Et il n'y a rien de plus personnel que la pensée de Maurras. À la différence des auteurs que vous lisez à l'heure actuelle et qui, moi ça m'insupporte, je ne sais si vous êtes comme moi, mais quand on lit, je ne donne pas de nom, parce que vous les prenez tous, n'importe lequel, vous commencez par une citation, vous suivez avec une citation, vous poursuivez avec une citation, vous finissez avec une citation et vous vous demandez, mais qu'est-ce qu'il pense lui dans le fond? Il essaye de faire un lien, et ce qu'il veut montrer, c'est qu'il a tout lu. Maurras jamais ne cherche à montrer qu'il a tout lu, il a en fait tout lu, mais il ne le dit pas, il n'a pas besoin de le dire. En fait, il parle sur un mode personnel, et dans ce siècle qui se veut romantique, celui qui, de ce point de vue-là, est le plus personnel et pourrait paraître, d'une certaine manière, le plus romantique, ce qui n'était pas le cas, eh bien, c'est lui. Je ne sais pas si même Lamartine, même Victor Hugo, dans ses chants de jeunesse, là, comment ça s'appelle, ont réussi à traduire leur enfance de cette façon aussi littéraire et aussi profonde. La vieille Sophie est d'une certaine manière pour lui son professeur de philosophie, autant que Monseigneur Penon et autant que, surtout, que Monseigneur, comment s'appelait-il, l'évêque de Fréjus, qui était son professeur de philosophie et qui s'étonnait de ce que Maurras se disait agnostique, mais quand il allait à la piscine, il continuait à porter sur lui le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Parnasse, Monseigneur Guilibert, voilà, qui a été son professeur également au musée d'Aix. Et c'est vrai que les professeurs n'ont jamais bien compris Maurras. Je pense que la vieille Sophie avait mieux compris Maurras, et je pense que sa mère, surtout, avait bien compris. Bon, je crois que vous êtes obligé de partir. Juste un mot pour observer également que ces souvenirs d'enfance ouvrent les œuvres capitales de Maurras. Voilà, et je crois que c'est quand même pas un hasard, il y a tout un volume, hein, finalement, qui est consacré à ces souvenirs d'enfance. Oui, mais comme on voit que bon, les idées du père ne sont pas exactement les mêmes que celles de la mère, j'aurais voulu savoir... Ce ne sont pas des idées. Ce ne sont pas des idées. Voilà Ce ne sont pas des idées. Encore une fois, ce que Maurras a puisé dans sa famille comme dans son pays, ce ne sont pas des opinions, ce ne sont pas des idées, c'est une réalité, tout simplement. C'est la naissance, c'est la transmission, c'est ça qu'il a puisé. Hein. Et effectivement, il n'a pas repris les idées de son père, sans aucun doute, mais
c'est pas ça qui importe pour lui. Encore une fois, l'opinion divise. Ce qui fait l'unité de la personne, eh bien, c'est ce qui est transmis et qui va au-delà de ces opinions. Mais le poids donc familial est important. Tout à fait. C'est important. Oui. Ouais. Oui. C'est lui qui a pratiquement construit l'homme. Oui, parfaitement. C'est stupéfiant, mais quand vous lisez les 4 nuits de Provence, ou même ne serait-ce que la préface de la musique intérieure, où il raconte sa jeunesse, on sent bien que c'est là que se sont façonnées ces idées. Personnellement, pour vous dire tout ce que je pense d'un seul trait, quand on me dit mais Maurras n'était pas monarchiste, c'était la suite d'une longue évolution douloureuse, tout ce qu'on voit, qu'il est arrivé enfin à cette idée, bon, très bien, ça c'est le récit, mais la réalité elle est totalement autre. Un de ses premiers souvenirs, c'est que sa mère lui raconte la visite du prince amiral de Joinville. Et pour lui, ça compte presque autant que bien sûr, que tout le reste. Et je ne suis absolument pas sûr que toutes les élucubrations qu'on a pu sortir sur un Maurras ténébreux, douloureux, c'est pas que je n'y crois pas, je pense que ça a existé, mais tout jeune homme connaît cela. Mais ce que je crois, c'est qu'il avait ce lien profond avec sa terre, son rempart et son ciel, comme vient de le dire, l'expliquerait extrêmement bien Jean-Baptiste. Donc il y a quand même une analogie entre la cité et l'homme. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci Jean-Baptiste. On va passer à tout ce qui est...